So it is an honor to introduce Dr. Daniel Derivoire. I will introduce him in French. What do you think, Daniel? Okay. Daniel is someone who is fighting all the system in France, and he's a full professor at the University of Bourgogne-Franche-Comté in France, in the city of Dijon. I know a lot of people maybe, oh no, I don't have to say that. I will talk about some wine, but I know, no, for our mental health, maybe I will not speak about this. Donc Daniel, c'est quelqu'un vraiment qui combat tout un système en France et qui a inventé ce qu'on commence de plus en plus à appeler la clinique de la mondialité. We can say clinic of globality. I tell you, it will be very challenging, even for the translation. Daniel, I thought it was important to have someone as Daniel Derivoire. Why? Because we have a lot of results yesterday, and we will have a lot of results today. And sometimes we need another perspective. On a besoin de prendre des fois de la hauteur. Because we are talking about, we talk a lot about racism during this conference, yeah? And it is important to talk about racism. But talking about racism is important, but what also about our humanity as Black people, but as human beings? And I think it is important also to talk about humanity. And I'm really happy to introduce Daniel. And j'étais un témoin de tout ce que Daniel, de beaucoup de développement des travaux de Daniel. Et vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur d'accueillir Daniel de France. Vous voyez que je l'appelle Daniel. Je ne dis pas toujours docteur Derivoire, parce que pendant ces années-là, on a pu développer beaucoup d'affinités. Et c'est quelqu'un qui m'a permis moi-même de me développer académiquement. Et à un moment où plus ou moins personne ne voulait accepter d'étudiants noirs dans un département, I'm sorry, Daniel, like really racist, Daniel took me as a student in PhD. And it is an honor for me today to welcome Dr. Daniel Derivoire. Vous m'entendez? C'est bon? Bien, merci beaucoup. Après toute cette belle présentation, hein, Jude, que tu as fait de moi, vous m'entendez bien? Ça marche pas? Là, c'est bon? Oui. Là, c'est bon? Yeah? OK. Donc, je disais merci à Jude pour cette présentation. Donc, après cette présentation, je me suis dit, tu as déjà tout dit. En tout cas, je tiens à te remercier, toi et toute ton équipe, pour cette invitation, justement, à prendre part à cette manifestation scientifique sur la santé mentale des communautés noires, où il s'agit d'identifier des obstacles, hein, et pour essayer de trouver des solutions. Et on l'a vu, c'est un sujet très sensible et très complexe. Très sensible dans nos sociétés mondialisées aujourd'hui, très sensible aussi dans nos universités, parce que c'est un sujet qui nous demande tellement de réfléchir en profondeur que ça suscite beaucoup d'échanges qui sont passionnants et parfois même violents. Alors, on sait que le milieu académique, c'est un milieu qui est censé justement garantir un certain climat pour discuter de ces choses-là. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites ces 2 derniers jours
qui ont montré la complexité de ce problème. Et mercredi, on a parlé du fait de la nécessité d'une approche systémique pour comprendre ces questions-là. Et la complexité de ce sujet nous fait voir aussi à quel point il est important d'articuler des données quantitatives et des données qualitatives. Parce que c'est important de documenter le racisme, c'est important de documenter les discriminations, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Cette complexité-là, nous devons tenir compte de cette complexité. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous avouer quelque chose. Je dois vous avouer que j'ai un peu hésité à prendre part à une manifestation scientifique en plein 21e siècle qui se centre sur les Noirs. J'ai beaucoup hésité. Peut-être que c'est parce que je ne vis pas en Amérique, parce qu'on sait très bien que le lieu où l'on vit, ça influence notre façon de voir les choses, ça influence aussi la manière dont on construit son identité. J'avais eu cette même hésitation quand au mois de février, j'avais été invité à parler dans le cadre de l'histoire du mois des Noirs. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette question de centration sur les Noirs en plein 21e siècle? Pourquoi je mets l'accent sur le 21e siècle? Parce que nous allons voir, je vais vous ramener aussi au 5e siècle. Pas seulement au 16e siècle où il y a eu la traite atlantique, mais je vais aussi vous ramener à la traite arabo-musulmane, une traite qui est méconnue, une traite qui est occultée, et qui a fait beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, on voit les effets de cette traite, de cet ensemble de traites non suffisamment traités. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi être noir aujourd'hui? Y a-t-il une unique façon d'être noir? Vous me voyez venir, si je pose cette question de cette manière, on va se demander aussi, c'est quoi être blanc? Est-ce qu'il y a une seule façon d'être blanc? Donc, quand on parle de la santé mentale des Noirs, on parle de la santé mentale de qui, au fait? Qui est censé parler de la santé mentale des Noirs? Vous voyez, ce sont un certain nombre de questions que je vais essayer de prendre avec vous. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je viens faire dans un colloque qui se centre sur les Noirs, alors que moi-même, je développe un modèle que j'appelle clinique de la mondialité, où d'abord, on regarde toute personne avant tout comme un être humain. On ne regarde pas la personne d'abord en tant que noir, en tant que jaune, en tant que métis, en tant que blanc, mais d'abord en tant qu'être humain. Et c'est ça qui va constituer le socle, justement, de ma présentation aujourd'hui. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce que j'entends par la clinique de la mondialité, mais je vais essayer de résumer ça très, très rapidement. En fait, la clinique de la mondialité, il y a 3 façons d'entrer là-dedans. Premièrement, c'est un prolongement à tout ce qu'on a appelé ethnopsychiatrie. Vous savez que l'ethnopsychiatrie, c'est ce courant qui a tenté justement de tordre le cou à l'ethnocentrisme de la psychologie, l'ethnocentrisme de la psychiatrie, pour faire en sorte qu'on tienne compte de la culture des autres, des références culturelles des autres, pour essayer d'éviter ce qu'un certain nombre d'auteurs appellent la maltraitance théorique. Donc, dans la clinique de la mondialité, je propose un prolongement de ce modèle. Je critique même ce modèle parce que ce même modèle qui prétend tenir compte de la culture de l'autre, mais parfois, ce modèle verse aussi dans ce qu'on appelle un ethnocentrisme inversé. Parce que parfois, quand on met l'accent que sur les migrants, on met l'accent que sur les étrangers, parfois ça produit l'effet inverse. Ce que je propose moi-même dans la clinique de la mondialité, c'est de dire la clinique de la mondialité, c'est une clinique pour tous, puisque nous sommes dans un monde, effectivement, qui a beaucoup de différences, mais la question, c'est comment on va faire pour penser ensemble, comment on va faire pour être ensemble. Et ça, c'est un défi de taille. C'est le premier point de la clinique de la mondialité. Le deuxième point, c'est de prendre le monde tel qu'il est comme objet. Et pour prendre ce monde comme objet, je mets en parallèle 2 grandes forces qui traversent ce monde. La première, c'est la question de la mondialisation. Quand je dis mondialisation, je pense ici à la mondialisation capitaliste.
qui met l'accent justement sur le profit, qui met l'accent qui a une tendance à enlever toute subjectivité, toute altérité. Et en face, je mets la question de la mondialité. Alors, la mondialité, c'est un concept qui est bien développé par un certain nombre de philosophes, dont Édouard Glissant, qui met l'accent sur le versant humain de la mondialisation. Donc, dès qu'on parle de mondialité, sachez que je fais référence à la question de l'humanité. Et troisième axe, pour présenter cette clinique de la mondialité, c'est que c'est une clinique, c'est une approche qui nous aide à penser nos héritages identitaires. Qu'est-ce que j'entends par héritage identitaire? Qu'est-ce qui fait que je me définis comme je me définis? Qu'est-ce qui fait que l'autre me définit comme il me définit? Qu'est-ce qui fait que je me perçois comme noir? Qu'est-ce qui fait qu'on me perçoit comme noir? Qu'est-ce qui fait que l'autre est perçu ou se perçoit comme blanc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et on est au XXIe siècle, je l'ai dit. En quoi ce qui s'est passé dans les siècles précédents, je pense au XVIe, XIVe, XVIe siècle, puisqu'on va parler de la traite atlantique, on va parler de la traite arabo-musulmane, comment ces questions-là viennent nous interférer dans notre façon de nous penser. C'est pour cela que dans cette clinique de la mondialité, pour penser cet héritage identitaire, j'invite à poser 4 questions. La première, c'est qui suis-je? La deuxième, c'est où suis-je? Parce que le lieu où l'on vit, ça détermine quelque chose. La troisième, c'est quand suis-je? C'est-à-dire qu'avant même avant même notre naissance, nous avons été pré-pensés. Nous arrivons dans un monde où on nous dit, mais toi, tu es noir, voilà quelle place on t'attribue dans cette humanité. Au moment où je vous parle, il y a plein d'enfants qui sont en train de naître. Des petits bébés noirs, des petits bébés blancs aussi, à qui on a déjà assigné une certaine identité. Donc, ils vont devoir se poser la question dans ce monde-là. Et la quatrième question, c'est où en suis-je? Où en suis-je, c'est-à-dire que quelle conscience j'ai de mon identité, quelle conscience j'ai du lieu où je vis, qu'est-ce que j'en fais, comment je continue de faire en sorte que mon identité se déploie. Parce qu'il n'y a pas d'identité fixe. L'identité, c'est quelque chose de tout à fait mobile. Donc, dans cette clinique de la mondialité, il y a la question du respect mutuel, la question de la considération des uns pour les autres. Dans la clinique de la mondialité, les référentiels pour penser son identité, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas la religion, qui peuvent être autant de différences, autant d'altérités, mais le socle, le référentiel, c'est l'humanité. La question qui va se poser, c'est que avons-nous tous le droit, les mêmes droits qu'un être humain? Nous allons nous poser la question, si un blanc, je mets entre guillemets, parce qu'on va déconstruire ces choses-là, fait du mal à un noir, si un blanc traite un noir, par exemple, comme moins que rien, ce blanc est-il un être humain? Je vais vous proposer tout à l'heure une formule pour dire qu'il faut être suffisamment déshumanisé, soit pour déshumaniser à son tour un autre être humain. C'est cette question qu'on va se poser. Et c'est pour cela, dans la clinique de la mondialité, je mets l'accent sur la capacité à vivre ensemble avec soi-même. Pour vivre ensemble avec les autres, il faut déjà composer avec soi-même, parce que nous sommes traversés par plusieurs histoires, nous sommes traversés par plusieurs langues, nous sommes traversés par plusieurs gènes, nous sommes traversés par plusieurs courants, plusieurs esprits. Est-ce que nous en avons conscience? La plupart du temps, quand il y a des difficultés à composer avec l'autre, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est la question centrale que je pose dans la clinique de la modalité, où en suis-je? Quelle conscience j'ai de moi-même? Donc, vous comprenez facilement que dans cette approche, on va au-delà de cette binarité facile, blanc-noir, parce que la question est beaucoup plus complexe que cela. Un dernier point là-dessus, c'est que c'est une clinique, c'est une approche qui met l'accent sur une approche interdisciplinaire. Je suis psychologue clinicien, je m'occupe
des migrants, comme on dit en France, je m'occupe des jeunes migrants qui sont confrontés à tout type de problèmes. Bien entendu, je fais mon travail de psychologue clinicien. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas faire ce travail de manière efficace si je ne tiens pas compte de l'histoire, si je ne tiens pas compte de l'anthropologie, si je ne tiens pas compte de la géopolitique, si je ne tiens pas compte de la linguistique. Et plus récemment, je vais même vous entraîner à prendre en compte des données, des résultats de recherche en paléoanthropologie pour penser cette question d'identité. Donc, c'est pour cela que... Alors, ce que je dois dire aussi, vous comprenez pourquoi j'ai donné ce titre à mon intervention. Quand on parle des Noirs, on parle de l'humanité par métonymie, mais j'ai envie de dire surtout par bon sens. Par bon sens. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas naïf. Je sais que beaucoup de personnes à la peau noire souffrent psychiquement, physiquement, partout dans le monde. J'en sais moi-même quelque chose. Moi-même, j'ai subi le racisme. Jude-Marie l'a dit. J'ai subi le racisme, des comportements et attitudes racistes de manière ouverte et de manière aussi insidieuse. Et on sait que quand c'est de manière insidieuse, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué parce que ce n'est pas nommé. Justement, on ne peut pas le dire. Donc, ces questions des inégalités, on le sait, ça a été dit, c'est très bien documenté. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais mettre l'accent aujourd'hui. Je souhaite attirer l'attention sur le fondement même de cette réflexion. Le fondement même de cette réflexion. C'est pour cela que le fil rouge de cette intervention, c'est cette formule d'Albert Camus qui dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Beaucoup de discriminations sont dues au fait que beaucoup de choses ont été mal nommées dès le départ. Si on pense, par exemple, au Code noir de Colbert, qui a fait d'êtres humains, qui a transformé des êtres humains en bétail. Donc, quelque chose a été mal nommé dès le départ. Le racisme même est fondé sur ces questions-là. Si aujourd'hui nous en sommes à faire un colloque sur ces questions-là, c'est pour aussi dénoncer qu'un certain nombre de choses avaient été mal nommées dès le départ. Mais j'ai envie d'ajouter que ne pas nommer les choses peut aussi être une source de malheur supplémentaire. Ça peut relever de l'hypocrisie dont sont victimes beaucoup de Noirs. Par exemple, quand on n'arrive pas à prononcer le mot en haine, comme on dit ici, c'est très symptomatique d'un passé qui ne passe pas. Je me demande, personnellement, vous me pardonnerez, parce que je me demande si ce n'est pas encore plus violent que de laisser s'installer un malentendu. En tant que psychologue clinicien, pour régler un certain nombre de problèmes, j'ai besoin de les nommer. J'ai besoin de les nommer pour savoir sur quoi je travaille. Donc, d'où la première question que je vais poser. Alors, vous voyez, donc là, quand il me reste 5 minutes, tu me dis, Jude, parce que ces questions-là sont tellement complexes, il faut prendre le temps de les déplier. Ce que je vais faire là, parce que je sais que je n'aurai pas le temps de déplier tout ça, quand il me reste 5 minutes, tu me dis, d'accord? Je vais vous commenter ce plan, je vais juste le commenter, parce que je n'aurai pas le temps de tout déplier. En introduction, je vais poser la question, de quoi, de qui parle-t-on quand on dit noir? Et deuxièmement, je vais vous faire part d'un diagnostic que je pose justement sur notre humanité commune, que j'appelle des traumatismes identitaires mutuels de longue durée. Nous allons voir pourquoi je dis mutuel, parce que ça va opposer blanc et noir, ça va opposer noir et noir, ça va opposer blanc et blanc. Au bout d'un moment, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On a bien documenté les choses, mais il va falloir qu'on réfléchisse sur la méthode, sur comment on fait. Parce que beaucoup de méthodes ont été utilisées, on voit comment ça accentue davantage les traumas. Entre blanc et noir, entre blanc et blanc, entre noir
et noir. C'est pour cela que je vous invite justement à poser la question de l'humanité comme référentiel. Donc, de longue durée, pourquoi de longue durée? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Mais nous subissons encore des restes, des choses qui ne sont pas traitées, qui n'ont pas été suffisamment traitées des siècles derniers. Et je vais en deuxième point, ça ce sont des points de discussion, j'espère qu'on pourra discuter de ces questions-là. Le deuxième point de discussion, ça va être un certain nombre de risques qu'il y a à se centrer exclusivement ou de manière abusive sur les Noirs en plein XXIe siècle. Et puis on va aussi peut-être parler de la santé mentale des Blancs. C'est notre humanité qui est malade. Si un Blanc, si je pense à George Floyd, par exemple, des policiers blancs qui l'ont étouffé comme ça, qui l'ont déshumanisé comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. C'est qu'il y a quelque chose à traiter, pas uniquement au niveau juridique, il faut traiter ça au niveau politique, au niveau juridique, mais il y a quelque chose à traiter au niveau mental. Quand on parle de la santé mentale des Noirs, on parle aussi de la santé mentale des Blancs. Et si j'ai l'occasion, je vais développer ce point en prenant, en donnant la parole à un certain nombre d'historiens, en donnant la parole à un certain nombre de psychologues aussi qui ont travaillé sur la psyché du colonisateur pour montrer à quel point le colonisateur a été aussi atteint que le colonisé. Le travail que nous avons à faire, c'est un travail qui doit prendre en compte tout le monde. C'est ça le sens de la clinique de la mondialité. Et puis, j'attire l'attention sur la diversité ontologique. On parle aujourd'hui de diversité. Nous allons nous rendre compte que cette diversité, elle est au sein de chaque être humain. Très souvent, c'est la difficulté que nous avons à composer avec tout ce qui nous constitue, qui nous amène justement à avoir des conflits avec les autres. Dans la clinique de la mondialité, la chose est claire. Pour être et vivre ensemble avec les autres, il faut être et vivre ensemble avec soi-même. Encore faut-il en prendre conscience. Encore faut-il prendre conscience qu'on est traversé par toutes ces histoires. Et puis, en cinquième point, poser la question d'une éducation à la mondialité qui n'est autre qu'une éducation à la diversité, une éducation à soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire dès le berceau. En ce moment-là, même, il y a plein de petits bébés qui naissent, des blancs, des noirs, des métis, de tout ce qu'on veut. Ils ne font pas de différence entre blanc et noir. En tout cas, il n'y a pas cette différence de dominant-dominé. C'est plus tard, dans la société, dans les familles, à l'école. C'est là qu'ils vont apprendre, qu'ils vont être saisis par ces héritages qui nous font autant de mal aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de poser cette question d'éducation à la mondialité. Et en dernier point, je reviendrai, je parlerai d'Haïti. Parce que quand je parle là, je suis conscient que tout ce que je vais dire, ça prend en compte le fait que je vis en France, mais ça prend en compte le fait que je suis né en Haïti. Je suis haïtien et je suis très marqué par l'histoire de ce pays, une histoire qui est occultée. Donc, je vais essayer de vous rappeler un certain nombre d'éléments puisque c'est une histoire remplie d'humanité. C'est un lieu où l'humanité s'est mise debout. Haïti, si j'ai le temps. Voilà le plan. Donc, de qui parle-t-on quand on dit noir? Quand on dit noir, est-ce qu'on fait référence à la couleur de peau ou à la condition sociale? Vous savez, je fais beaucoup de recherches dans la protection de l'enfance en France, des jeunes qui viennent de partout. Parfois, il y a un certain nombre de jeunes dans des quartiers difficiles, il y a des noirs, des blancs, etc. Ceux qui sont blancs, parfois, ils se définissent même comme noirs parce que leur condition sociale est exécrable. Vous voyez? Donc, il y a parfois un glissement sémantique concernant cette notion de noir. Si je pense à Toni Morrison qui dit «
on ne naît pas noir, on le devient. C'est-à-dire qu'elle est toute petite, mais elle ne se pose pas la question, jusqu'à ce que dans sa propre famille, il y a un regard qui est porté. Donc, elle commence à être noire. Est-ce que, quand on dit noir, on parle des noirs qui sont dans la précarité? Est-ce qu'on parle des noirs qui se définissent comme tels? Est-ce qu'on parle des noirs qui sont désignés comme tels? Quand on parle de noir, est-ce qu'on peut l'envisager dans l'espace géographique? Est-ce qu'il s'agit des noirs dans la diaspora ou des noirs qui sont nés dans le pays de naissance? Est-ce qu'il s'agit des noirs d'Afrique noire? Est-ce qu'il s'agit des noirs d'Afrique du Nord? Est-ce qu'il s'agit des noirs qui sont aux Antilles, en Amérique du Nord, etc.? Est-ce qu'il s'agit du noir du Canada ou du noir au Canada? Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai mis cette citation de Amin Maalouf sur les identités meurtrières. Naître noir à New York, à Lagos, à Pretoria, etc. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas la même couleur au niveau identitaire. Si on pense au temps long du monde, est-ce qu'on parle des Noirs de la traite arabo-musulmane, des Noirs de la traite atlantique, des Noirs du 19e siècle? Pourquoi 19e siècle? Parce que c'est le moment du racisme scientifique. Je reviendrai là-dessus avec un certain nombre d'auteurs d'Haïti qui ont déconstruit tout ça, qui ont démonté tout ça. Est-ce qu'on parle des Noirs du 21e siècle qui font face aujourd'hui à ces héritages mal nommés? J'avais lu un texte concernant les Noirs du Canada de Robin Ménard qui dit « Les conditions de vie actuelles des Noirs sont le produit de structures et de mécanismes de surveillance, d'exploitation et d'agression mis en place pour les réduire en asservissement à l'époque du commerce esclavagiste transatlantique et profondément enracinés depuis dans les pratiques des institutions de l'État. » Ça, c'est un constat que nous faisons tous. Mais vous voyez que ces souffrances relèvent à la fois de l'esclavage, de la colonisation et de toutes ces traites arabo-musulmanes, des traites atlantiques, etc., où il s'agit, tenez-vous bien, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas uniquement de l'exploitation du noir par le blanc. Parce que c'est important aussi de rappeler qu'il y a eu également l'esclavage et la traite des Blancs. Il faut le dire, ces choses-là. La cristallisation sur les Noirs va arriver que plus tard dans l'histoire de l'esclavage. La question qu'on va se poser, pourquoi ça reste sur les Noirs? Pourquoi cette centration sur les Noirs? Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, relève des conséquences de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme le dit Hannibal Price dans son ouvrage « De la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti ». Une exploitation donc qui s'est transformée au cours de l'histoire et qui s'est accentuée avec de nouveaux signifiants, noir, blanc, etc. Et c'est tout ça qui va instaurer ce que j'appelle traumatisme identitaire mutuel de longue durée. Maintenant, premier point de discussion que je vous propose, c'est ce diagnostic de traumatisme identitaire mutuel de longue durée. Personnellement et professionnellement, je suis quelqu'un d'optimiste. J'y peux rien, c'est comme ça. Je n'ai pas une vision pathologisante du monde, mais je fais quand même ce diagnostic de trauma identitaire mutuel de longue durée. Notre monde est malade. Notre humanité est malade. Il faut poser ces diagnostics et parmi ces symptômes, je propose ce trauma identitaire mutuel de longue durée. Notre monde est caractérisé aujourd'hui par du clivage de toutes sortes. Il est traversé par cette perspective binaire. Il est traversé par la culpabilité. Et cette culpabilité n'a pas de couleur. On la rencontre partout. Des culpabilités héritées aussi de l'histoire, à laquelle les générations d'aujourd'hui font face, blanches ou noires.
comment nous allons faire pour attaquer cette culpabilité? Nous autres psychologues, nous autres professionnels de la santé mentale. Il est question de la santé mentale de tous, encore une fois. C'est ça le propos que je tiens. Notre monde est traversé par des violences intentionnelles, non intentionnelles, des violences de tout temps qui produisent des traumas avec une onde traumatique. L'onde traumatique, cette notion d'onde traumatique, vous savez, c'est une notion qui transcende les générations, l'onde traumatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons faire face à un certain nombre de choses qui se sont passées il y a plusieurs années, il y a plusieurs siècles. Si encore aujourd'hui on parle de ce racisme-là, effectivement, on sait que ce sont les conséquences, justement, de un certain nombre de choses qui se sont passées il y a longtemps. Donc, notre monde fait face à un trouble profond d'identité. Si on prend, par exemple, nous sommes, pour le dire plus rapidement, éloignés de cette humanité-là. Si on pense l'identité avec la question d'unité, sentiment d'appartenance et unicité, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, on voit qu'il y a des troubles dans l'identité, parce qu'on ne sait plus de quoi est composée l'humanité, et troubles de l'identité. Je vous raconte une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, à la fin d'un cours, j'étais dans un amphi comme ça, il y avait plein d'étudiants, sauf qu'ils étaient au moins 300. À la fin du cours, en fait, j'avais demandé à chaque étudiant, aux étudiants, de se mettre en groupe de 3-4 pour faire un travail. Et puis, à la fin du cours, il y a un groupe d'étudiants qui est venu me poser des questions. Et puis, il y avait une noire, la seule. Elle a laissé passer, alors qu'elle était devant, elle aurait pu poser sa question avant. Elle a dit, non, vous pouvez parler. Donc, elle a laissé passer les autres, et puis elle a attendu. Elle a dit, pour moi, ça va être plus long. OK? Quand au bout d'un moment, elle est restée avec une autre étudiante algérienne qui est un peu plus loin. Je dis, allez-y, puisque ça fait un moment que vous attendez. Et puis, elle me dit, monsieur, je ne pourrais pas travailler en groupe parce qu'il n'y a pas mes semblables. Je dis, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Je dis, elle a dit des noirs, il n'y a pas des semblables. Et là, la question, je lui dis, mais qu'est-ce que noir? Je lui ai posé la question comme ça, puisque c'était un cours aussi où on parlait de ces questions d'identité. Je dis, mais qu'est-ce que noir? Elle a répondu, une personne. Je dis, les autres qui étaient dans la salle là tout à l'heure, c'est qui? Qui sont-ils? Et elle me dit, des personnes. Et là, je lui dis, il y a des semblables. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas des semblables? Bon, après, c'était l'occasion justement de discuter avec elle sur ces questions-là. Ce que j'avais pu, ce dont je me suis rendu compte, et on a fait cette discussion avec elle et avec d'autres étudiantes algériennes qui avaient un autre point de vue. Il y a la façon dont on est perçu, il y a la façon dont on se perçoit. Parfois, il y a aussi une sorte de quelque chose qui est intériorisé, parce que je lui dis, qui vous dit que les autres n'allaient pas vous accepter? Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui a à traiter au niveau thérapeutique, au niveau éducatif aussi, parce que parfois, je fais ces cours, parfois je discute avec des étudiants blancs de ces questions-là. Parfois, il y en a qui me disent, mais monsieur, on ne se reconnaît pas dans ce que vous dites, parce que nous, on n'est pas comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les générations actuelles, il faut qu'on prenne le temps de comprendre comment elles fonctionnent aussi, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et là, ça m'a permis de discuter avec cette étudiante après sur des réflexions de Hannibal Price qui pose la question, mais qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un blanc, qu'est-ce qu'un noir? Et lui qui dit, de toute façon, homme précède le blanc, homme précède le noir. On est d'abord un homme, ou bien un être humain, avant d'être noir ou blanc, etc. Donc, ça m'a amené à lui dire à cette étudiante que
la condition humaine n'a pas de couleur. Et j'aimerais vous citer rapidement un passage de James Baldwin, que je lis beaucoup, que j'aime beaucoup, qui dit « Il y a une chose que le monde blanc ignore, que je crois savoir, c'est que les Noirs sont comme tout le monde. Nous sommes aussi des mercenaires, des dictateurs, des meurtriers, des menteurs. Nous sommes, nous aussi, humains. » Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit qu'au sein même, oui, il est question de la condition humaine. La condition humaine n'a pas de couleur. On rencontre des meurtriers de part et d'autre, des dictateurs de part et d'autre. On rencontre des personnes bonnes, des personnes merveilleuses de part et d'autre. C'est cette question-là qu'il faut qu'on interroge. On sait très bien que l'inhumanité fait partie de l'humanité. Pas vrai? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de cible dans le travail que nous sommes en train de faire. Parce que si on se trompe de cible, voilà ce que ça donne. Ah oui, ça c'était la citation, justement. Si on se trompe de cible, ça donne des traumatismes entre blanc et noir qui renvoient encore au XXIe siècle à cette violence existentielle entre blanc et blanc. 20e siècle, il ne faut pas oublier le nazisme, c'était entre blanc et blanc. La condition humaine, c'est la question de la peau, la couleur de peau. Il faut qu'on s'interroge sur les effets sur nous, sur nos générations actuelles, de ce qui n'a pas pu être pensé suffisamment avant. Ça pose la question entre noir et noir. Pourquoi on va polariser la question sur cette couleur de peau uniquement? Interrogeons notre... Parce que là, j'ai mis cet ouvrage, Histoire des Blancs. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. C'est un ouvrage qui raconte justement l'esclavage des Blancs aussi, des traites des Blancs aussi, qui au fond mettent l'accent sur notre condition humaine. Donc, quand on met ensemble la traite arabo-musulmane, la traite négrière, la traite des Blancs, la Shoah, le nazisme, les différents génocides jusqu'au racisme et discrimination d'aujourd'hui, on est face à des traumatismes identitaires mutuels qui remontent à plusieurs siècles. Et qu'ont-ils en commun? C'est l'agression de l'homme par l'homme. L'agression de l'homme par l'homme. Et ces traumatismes qui continuent de nous parvenir sous forme d'ondes traumatiques. Ça va mettre même des tensions entre nous, entre noirs, entre blancs et noirs, etc., comme je l'ai dit. Il reste combien de temps, Jude? Jude n'écoute pas. OK. Maintenant, si c'est clair, je poursuis avec le deuxième point de discussion que je vous propose, qui concerne les risques en plein XXIe siècle d'une centration trop exclusive sur les Noirs. Il y a le premier risque, c'est l'entretien de ces traumatismes. Il y a aussi le risque d'ethnocentrisme inversé. C'est-à-dire qu'on reproche justement à une partie de la population de se considérer comme référentiel. On risque aussi de tomber dans un ethnocentrisme inversé. Je vous donne on risque de faire ce qu'on appelle une identification à l'agresseur. Si on essaye d'avoir une réaction en miroir de l'autre. Nous avons tous en tête la question de la négritude, ce que ce mouvement a apporté, mais aussi ses limites également. Mais je vous donne un tout petit exemple très, très simple. C'est une réalité aujourd'hui, ça a été dit pendant les 2 derniers jours, c'est une réalité. Tout dépend de l'endroit où on vit. Un blanc qui voit un noir, en France aussi, c'est un potentiel terroriste, c'est un potentiel délinquant, etc. Donc, nous subissons tout le temps ces choses-là.
Mais attention aussi à ne pas faire la même chose quand on voit un blanc pour dire que d'abord, c'est quelqu'un qui va nous faire du mal. Et nous tombons très facilement là-dedans. Nous tombons très facilement là-dedans. C'est pour cela que moi, j'invite à déplacer ce curseur blanc-noir et le mettre sur qu'est-ce qui s'est passé dans les générations d'avant, qu'est-ce qui se passe dans les générations d'aujourd'hui. Parce que dans les générations d'aujourd'hui, il y a des racistes blancs, mais tous les blancs ne sont pas racistes. Dans les générations d'aujourd'hui, il y a des délinquants noirs, mais tous les noirs ne sont pas délinquants. Il faut qu'on sorte de cette simplicité, de cette binarité tranquille qui nous mine, qui peut avoir son petit effet tout de suite. On est content, mais qui ne va pas régler le fond du problème. On est au XXIe siècle, ces choses-là ont été posées depuis très longtemps. Un autre risque, c'est l'exclusion de personnes non noires qui cumulent des inégalités similaires aux noirs. Je vois ce que ça fait comme problème en France. Je vis ça. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement pour mettre un budget pour faire quelque chose en faveur des minorités, il y en a d'autres personnes blanches qui cumulent les mêmes galères, qui disent nous. Et ça fait des problèmes entre eux. Ça vient alimenter le trauma identitaire mutuel. Je ne sais pas si vous me suivez. Un autre point, c'est le risque de culpabiliser des citoyens et des professionnels blancs dans les écoles. Parce que moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de professionnels blancs qui veulent faire un travail et qui ne se sentent pas légitimes pour le faire. Ça, c'est un drame. C'est un drame. Pourquoi c'est un drame? Imaginez, moi je pense toujours aux petits-enfants, aux bébés, aux enfants. Mais il y a un être humain qui arrive, qui veut lui venir en aide, et puis il va y avoir une censure. Il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Nous sommes tous convaincus qu'il faut casser le racisme, qu'il faut casser le racisme ambiant, le racisme manifeste et le racisme subtil. Mais comment? Comment on va s'y prendre? Il y a le risque aussi d'offenser la mémoire de penseurs noirs et de penseurs blancs aussi, qui ont travaillé pour dépasser cette dichotomie, cette binarité tranquille. Je pense à Mandela. Vous savez, Mandela, cette figure qui a vécu le racisme, qui a vécu la discrimination dans sa chair, dans son sang, mais qui a appelé à aller au-delà de tout ça, au-delà. Il ne faut pas qu'on offense la mémoire de ces personnes, de ces grands penseurs, justement, qui ont transcendé justement ces différences de couleur, de peau, pour mettre l'accent sur l'humanité. Et puis l'autre risque, c'est celui d'essentialiser les jeunes générations du XXIe siècle. Au nom de quoi? Des jeunes, des enfants, je vais leur dire, mais toi, tu es blanc. C'est un petit enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut apprendre à arriver à accéder à la vie. Je tiens beaucoup à cette question-là. Risque aussi de s'enfermer dans l'histoire des Noirs. Parce que si c'est une histoire liée à la traite, c'est aussi une histoire des Blancs. Si c'est une histoire liée à l'esclavage, c'est aussi une histoire des Blancs. Que les Blancs aient été esclaves, qu'ils aient été esclavagistes. C'est une histoire actuellement entre dominants et dominés. Et ça n'a pas de couleur. Les dominants, on les rencontre chez les Noirs, chez les Blancs. Les dominés, on les rencontre aussi chez les Noirs et chez les Blancs. Ce n'est pas une question de comparaison. C'est le référentiel sur lequel j'attire l'attention. Donc, je passe rapidement. Troisième point de discussion, de la santé mentale des Blancs. C'est notre humanité qui est malade, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de penseurs, plein d'écrivains, plein de chercheurs qui ont écrit sur la psyché du blanc, sur la psyché du colonisé aussi. Il faut qu'on en tienne compte. C'est tout ce que j'appelle la question des héritages identitaires. Les personnes aujourd'hui, que ce soit des personnes individuelles ou des personnes qui agissent au nom d'une institution raciste, par exemple, mais ils héritent de quelque chose qui s'est passé. Là,
Voilà ce qu'a dit Ashis Nandi. Ashis Nandi, c'est un psychologue indien qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle L'ennemi intime. La colonisation a été aussi dommageable psychiquement, aussi aliénante pour le dominant que pour le dominé. Il a même fait un diagnostic où il parle de victimes camouflées à un stade avancé de décomposition psychologique. C'est pour cela que je vous ai mis cette citation de Baldwin, vous savez, qui dit « Pour qu'un être humain soit capable de mettre un aiguillon à bétail contre les seins d'une femme, c'est qu'une chose abominable lui est arrivée. » Donc, quand on parle, on met l'accent sur la santé mentale des Noirs, je pense qu'il faut qu'on s'interroge aussi sur la santé mentale des Blancs, entre guillemets. Hein, je mets beaucoup de guillemets, parce que vous voyez que je suis en train de me demander ce que c'est, cette histoire. Hein? Parce que pour qu'un policier écrase comme ça un jeune, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Pour qu'un policier blanc, par exemple, ait ce réflexe de dire, une fois, par exemple, j'étais sur l'autoroute, bon, là j'improvise, hein, j'étais sur l'autoroute, et puis je ne comprenais pas, c'était en France, je ne comprenais pas ce qui se passait. Si c'est 5 minutes, tu me dis. 5 minutes, ok. Bon, je vais aller vite. Je raconte juste cette blague. Et j'arrive et il y a des policiers qui m'arrêtent. À l'air d'autoroute, je dis, pas de problème. Je veux passeport ou papier d'identité. Je leur ai donné mon passeport. Et là, ils ont vu que j'étais haïtien. Mais ils m'ont dit, ah, on cherchait un Sénégalais. Allez-y, monsieur. Exactement ça, en France. On cherchait un Sénégalais. Donc, sur ma tête, c'est marqué, je ne sais pas s'il y avait marqué. Bon, le Sénégalais. Donc, c'est pour cela que je pose cette question. Il faut être suffisamment traumatisé, déshumanisé pour tenter de faire la même chose chez les autres. OK, il reste 5 minutes. Donc, le quatrième point, c'était pour mettre l'accent sur cette diversité de façades qu'on met en avant et qu'on doit d'abord tenir compte de notre diversité ontologique. Au niveau génétique, vous voyez, là, je fais appel à des chercheurs en génétique, je vais faire à des chercheurs en paléontologie aussi. Le génome de chacun de nous est une mosaïque composée à partir des génomes de tous nos ancêtres. On peut décliner ça sur le plan linguistique, sur le plan historique aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous sommes traversés par toutes les langues, nous sommes traversés par beaucoup d'histoires et aussi au niveau des religions, etc. Je passe là-dessus puisque ça a été dit pour arriver aux questions. Maintenant, le cinquième point, c'est ce que j'appelle cette question d'éducation à la mondialité. Donc, pour intervenir sur les discriminations raciales, je pense que nous devons articuler plusieurs dimensions. Une dimension politique. Il faut une volonté politique. Il faut une dimension juridique, c'est-à-dire des actes qui sont commis comme ça, il faut les punir, mais sévèrement. OK? Mais il y a une dimension thérapeutique, dimension éducative qui doivent concerner blanc et noir, qui doivent concerner tout le monde. Et cette éducation, c'est important qu'elle se fasse dès le berceau. Je passe vite sur ces questions-là puisqu'il reste 3 minutes. Parce que j'attire votre attention, il faut éduquer les jeunes générations, les générations du 21e siècle. Il ne faut pas les mettre les unes contre les autres. Il ne faut pas mettre les blancs contre les noirs. Ces choses-là ont déjà eu lieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se trompe de méthode. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Alimenter le même trauma? Non, ce n'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi, ce n'est pas dans ce sens que je travaille. Je travaille pour la question de l'être ensemble, pour la question du vivre ensemble. Quand George Floyd a été tué, a été assassiné, massacré, étouffé, des gens qui ont pris la rue, qui se sont manifestés, avaient toutes les couleurs. Ils se sont levés au nom de l'humanité. Si on se sent être humain, un autre être humain ne peut pas être traîné dans la boue comme ça. C'est au nom de l'humanité. Ce n'était pas en tant que noir ou en tant que blanc.
La question, est-ce qu'on est un être humain? C'est ça la question. Donc, il faut mener cette bataille, mais essayer de ne pas se tromper non plus de méthode. C'est pour cela que je voulais développer la question de la diversité ontologique. Est-ce qu'on sait qui on est? Encore Baldwin, si on réussissait à changer les programmes dans toutes les écoles afin que les Noirs apprennent plus au sujet d'eux-mêmes et de leur contribution à cette culture, il parlait de la culture américaine, on libérerait non seulement les Noirs, mais aussi les Blancs qui ne savent rien de leur propre histoire. Vous savez que le racisme, il y a des personnes racistes qui le font, qui sont racistes volontairement. Mais il y en a d'autres qui le font, qui sont racistes, ils ne savent même pas qu'ils sont racistes. Ils souffrent aussi. C'est l'héritage. Et il y en a qui vont... Moi, je travaille beaucoup avec des professionnels, des éducateurs, qui découvrent, qui rencontrent les jeunes migrants, ils viennent de partout, l'Afrique subsaharienne, des jeunes maghrébins, mais qui se rendent compte de leur propre histoire, de l'histoire de leur propre pays, en étant en contact avec ces personnes. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, ils ont besoin de thérapie, parfois, ils ont besoin de soins aussi. Parce qu'on n'a pas parlé de traumatisme vicariant, le trauma vicariant que vivent les professionnels. Mais ce trauma vicariant peut prendre plusieurs visages. Ça peut être en lien avec la personne qu'on a en face de nous, ça peut être en lien avec le trauma qui est là dans l'institution raciste, ça peut être le trauma qui est là dans la société, dans le pays raciste. Moi, j'en vois tout le temps. Si j'ai le temps, là, je vais vous donner plein d'exemples parce que j'interviens dans ces milieux où des jeunes professionnels blancs découvrent que leur institution est raciste, découvrent que leur pays est raciste, découvrent que leurs parents, leurs grands-parents ont toujours été racistes et qu'eux-mêmes, ils vont développer des comportements et attitudes racistes sans même le savoir. Ce n'est pas en les pointant du doigt, en les jugeant qu'on va régler la question. C'est essayer de comprendre, parce qu'il faut bien faire la différence entre ceux qui le font consciemment, intentionnellement, et ceux qui le font. Il reste 3 minutes. 1 minute. 1 minute pour... 1 minute, oui, 1 minute. Bon, je termine. Je termine avec cela. Être noir, c'est être humain. J'ai dit que j'allais parler d'Haïti, c'est pour dire que au moment de l'installation du racisme scientifique avec les thèses de Gobineau qui a parlé de l'inégalité des races humaines, il y a eu 3 répliques d'Haïti. Louis-Joseph Janvier, l'égalité des races, Anténor Firmin, de l'égalité des races humaines, et Hannibal Price, de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti. Ces 3 œuvres monumentales ont mis l'accent sur l'humanité pour tous. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages, ça vaut le coup pour aller voir. Par exemple, Anténor Firmin qui a déconstruit de manière scientifique, preuve à l'appui, très bien documenté, pour montrer comment ces gens-là étaient dans l'erreur. Ces choses-là venaient d'Haïti. Et je termine avec 2 citations. Celle-là qui dit, justement, de ce paléontologue, l'histoire de notre espèce, Homo sapiens, débute en Afrique il y a un peu plus de 200 000 ans. Tous les représentants de notre espèce sur l'ensemble de la planète et jusqu'il y a quelques milliers d'années avaient la peau foncée. Est-ce que nous le savons, ça? C'est des études scientifiques, démontrées. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, blancs ou noirs, le savent? Il va peut-être falloir investir dans l'éducation. Il va peut-être falloir investir dans un certain nombre de choses pour qu'on connaisse notre histoire. Et là, j'en ai terminé avec une dernière citation de Baldwin. Nous sommes, pour la plupart, visiblement masculins ou féminins. Et nos rôles sociaux sont définis par notre attirail sexuel. Mais nous sommes tous androgynes, non seulement parce que nous sommes tous nés d'une femme fécondée de la graine d'un homme,
mais parce que chacun d'entre nous, sans qu'on puisse rien y faire, contient l'autre. Chacun de nous contient l'autre. L'homme contient la femme contient l'homme, le blanc contient le noir contient le blanc. Nous sommes une partie de l'autre. Mais le dernier point est très important. Beaucoup de mes compatriotes semblent trouver ce fait terriblement dérangeant, voire injuste, et très souvent moi aussi. Mais hélas, aucun de nous n'y peut rien. Je vous remercie. Merci Antoine. Je vous avais dit que ça allait être une nouvelle perspective, but I thought it was very important to have this perspective also during this conference. On respire? Bon, les questions. Here and yes. Okay. Bonjour. Je vous remercie, Dr. Daniel, c'est une très belle présentation. Je vous félicite aussi. Et ma question, c'est... En fait, j'avais hésité de poser la question, mais là, je me lance. Au tout début, vous avez hésité pour dire que... vous avez dit que vous hésitez de parler des Noirs en plein 21e siècle, tout ça. Donc, je me demande, est-ce que vraiment... malgré qu'on parle de démocratie, de modernité, d'inclusion, la question c'est, est-ce que vraiment est-ce que vous pensez que la pensée humaine n'a pas évolué? Ou la pensée humaine, est-ce que vous pensez que ça n'a pas trop évolué ou du moins ça n'a fait que prendre d'autres formes au fil du temps? Merci beaucoup. Oui, alors, il y a deux questions. Pourquoi j'ai hésité? J'ai hésité parce que dans ma façon de penser, je vois tout le monde d'abord comme un être humain. Je suis conscient de tout ce qui se passe, mais j'essaye de faire cet effort spirituel, intellectuel, d'abord pour me convaincre moi-même que je suis un être humain. Et comme ça, je vois tous les autres comme étant un être humain. Donc, j'avais peur de tomber dans quelque chose d'essentialiste. C'est pour ça que j'avais hésité. Deuxième aspect, est-ce que je pense que la pensée humaine a évolué? Oui, sinon on ne serait pas là. Je pense à un petit ouvrage de Michel Serres qui c'était mieux avant. Bon, c'est ironique, c'était mieux avant, mais au fond, ce qu'il dit, on dit toujours, face à tout ce qu'on voit aujourd'hui, on dit toujours que c'était mieux avant. Et lui, il dit non, c'était pas mieux avant, c'était pire avant. Du temps de Mandela, on a fait du progrès. Donc, c'est pour cela, je disais tout à l'heure, que j'ai un fond optimiste. Même si je ne suis pas naïf non plus. Je sais toutes les souffrances qu'on endure et ça ne va pas se terminer de sitôt. Mais je me dis, comment on peut faire pour investir sur le long terme? Et c'est pour cela je n'ai pas arrêté, je n'ai pas eu le temps de tout développer, parce que j'aurais aimé développer davantage sur les bébés qui sont en train de naître là. Hein. Comment on peut participer à leur éducation, participer à leur vision d'eux-mêmes, participer à leur vision du monde pour faire en sorte que les choses continuent d'avancer vers du mieux. Donc, si Jude Marie a pu tenir cette conférence ici, c'est que les choses ont évolué. C'est que les choses vont dans le bon sens. Il faut qu'elles continuent à aller dans le bon sens. Donc, ça continue d'aller. Je demanderais à Daniel de faire des réponses plus courtes. Ça nous permettra d'avoir plus de questions. OK. Pas de problème, pas de problème. Oh, You cannot speak in English. Translation, great. Thank you, my brother, for sharing that perspective. I think it takes a lot of courage to share a perspective that is different in a room. So if I understood correctly, you're essentially saying that the system that the white folks have created
also destroys them essentially, and that we have to kind of stop focusing on the Black thing and focus on that. And if we educate them, they'll stop doing all that stuff. Now, if that isn't that's what I understood. So if that is the case, I would say, because I've heard, so I'm a Black political activist full time. I've heard a lot of the solutions that people give are related to raising awareness. And my response to that is, all awareness raising does is it makes folks more aware that what they're doing is wrong, but it doesn't stop them from doing it because the entire system benefits them. And that's the case. So if that is the argument, we will continue not doing awareness raising and simply continue to build the power to take what is ours from the folks who run the system. Thank you. Effectivement, c'est très bien. Il faut prendre le pouvoir. Mais je rectifierai quelque chose. Ce n'est pas uniquement les Blancs qui ont inventé ce système. Et c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est l'homme, la condition humaine. Alors, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné, ce soit les Blancs qui aient pris le dessus pour continuer à dominer. Vous voyez? Parce que l'histoire de l'esclavage, elle est très, très ancienne. Au début de l'histoire de l'esclavage, était esclave, l'esclave, c'est celui qui n'habitait pas le même endroit que moi. C'était la dimension géographique qui prévalait. Ce n'était pas la couleur de peau. La couleur de peau est arrivée longtemps après. Donc, le système a été introduit par l'homme. Maintenant, il faut qu'on s'interroge sur pourquoi, à un moment donné, ce sont les Blancs qui ont pris le dessus et pourquoi ça reste encore. Sinon, sur le deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut prendre, c'est pour ça que j'ai parlé de différentes dimensions d'intervention, la dimension politique, donc dimension du pouvoir, dimension juridique, mais dans ma sphère d'intervention, je mets l'accent sur les dimensions thérapeutiques et les dimensions éducatives aussi, bien entendu, pour penser des modèles d'éducation, des modèles thérapeutiques, il faut une volonté politique. Donc, effectivement, ça revient à ce que vous dites, il faut prendre le pouvoir. Merci beaucoup. Vraiment, merci Daniel pour Monsieur Deliva pour cette belle présentation. Parce que les 2 jours de chiffres et de données qu'on a eu, ça vient juste amener un vent de fraîcheur pour cette conférence. Merci beaucoup. Et je pense que ce travail-là doit être beaucoup plus connu, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments importants qu'on doit aussi prendre en considération dans le traitement même de cette santé mentale-là dont on parle depuis 2-3 jours et qui est un sujet d'actualité dans ce pays et aussi, je pense, en Amérique du Nord de manière générale. Moi, j'ai juste une question sur... je comprends l'idée de mondialité, d'aller de l'avant, mais comment on règle parce qu'il y a quand même un passif. Il y a toute la question de l'esclavage, de la traite négrière, qui vient impacter aujourd'hui les relations entre noirs et blancs et qui fait aussi qu'on est aujourd'hui et hier et avant-hier pour parler de la santé mentale. Comment on règle cette question-là du passif colonial? Parce que vous citez souvent Nelson Mandela, mais Nelson Mandela, quand il est arrivé au pouvoir en Afrique du Sud, ils ont organisé la semaine ou le mois de réconciliation où vraiment ils sont parlé, comme on dit au Québec, là, ils se sont dit les vraies affaires. Et les Blancs sont venus faire des témoignages sur ce qui s'est passé pendant la période de l'apartheid. Il faut aussi que cette question-là de discussion puisse arriver pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que certains diront, mais c'est facile de dire, ben, OK, allons de l'avant, parce que ça s'est passé au 5e, 16e siècle, ben, on est au 21e siècle, allons de l'avant. Mais il y a quand même un passif qu'il faut regarder. Je ne sais pas comment vous le voyez, comment est-ce que vous pensez que les deux, je parlerai des 2 groupes, parce que c'est vraiment pas antagonique, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec vous que tous les Blancs ne sont pas racistes, et tous les Noirs ne sont pas des délinquants aussi.
il faut qu'on trouve le juste milieu, mais comment on arrive au juste milieu justement sans régler ce passif-là? Merci beaucoup. Ben, il faut régler ce passif-là, justement. C'est pour ça que j'ai posé ce diagnostic de trauma identitaire mutuel de longue durée. Il faut qu'on se donne les moyens. Il ne suffit pas de dire il faut aller de l'avant. Tout le monde est convaincu qu'il faut aller de l'avant. Mais prendre le temps d'éprouver ce qui s'est passé. Mais pour éprouver ce qui s'est passé, il faut savoir ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de personnes agissent sans même savoir ce qui s'est passé. Ils ont reçu quelque chose en héritage, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Vous voyez, quand je parlais justement parmi l'un des symptômes de notre monde, je parlais de la culpabilité. Mais on peut être coupable sans même savoir de quoi on est coupable. On peut avoir un sentiment de culpabilité reçu en héritage. Donc, il faut aller de l'avant, mais prenons le temps de penser ces blessures. Et j'interroge la méthode blanc et noir. Pas que blanc entre blanc, pas que noir entre noir, parce que ça peut avoir son utilité, mais je crains que ça ne nous enfonce davantage. C'est ma crainte, que ça ne nous enfonce davantage. Parce que si on reste sur cette polarité-là, on s'éloigne de notre humanité commune. Il y a un point que je n'ai pas développé justement, puisque je n'ai pas eu beaucoup de temps. L'humanité commune, qu'est-ce que ça veut dire, l'humanité commune? Je disais que l'inhumanité fait partie de l'humanité. Donc, OK? Mais dans l'humanité, je mets l'humanité commune. C'est quoi le commun? Le commun, comme dit François Julien, c'est un philosophe, c'est ce à quoi on prend part, ce à quoi on a tous part. Donc, blanc et noir. Comment on se retrouve? C'est ça le sens de cette discussion, justement. Il y a une question ici, après une question ici, mais juste avant, je suis désolé, je pose une question parce que pendant tout le colloque, j'ai essayé de garder mes questions pour donner priorité au public, mais Daniel, est-ce que ce n'est pas donner trop de responsabilité aux communautés noires, le fait que les communautés noires ont vécu tout ça, puis après on leur demande à eux encore d'aller éduquer. Donc est-ce que c'est à un moment, c'est pas aux personnes blanches de faire leur part et de s'éduquer sur ces enjeux-là et qu'à un moment de la durée, que ça s'arrête et que nous, en plus de vivre ça, et qu'on doit en plus aller les éduquer. Tu sais comment je vais te répondre? Cette même question que tu poses, imagine tout simplement, tu as 2 enfants blancs qui ont 2 ans, 2 enfants noirs 2 ans. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. C'est-à-dire, là, tu fais une réflexion d'adulte. Moi, j'investis dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que quand on prend le problème à la base, on ne peut pas opposer 2 groupes d'enfants, 2 groupes de bébés. C'est des histoires d'adultes. Mais il ne faut pas oublier que nous avons quel âge? Rien du tout. Nous avons été enfants hier. Ce qui s'est passé, ce à quoi nous faisons face ici, ça s'est passé il y a très longtemps. C'est pour ça, je suis convaincu de ce que tu dis, on a eu déjà cette discussion, mais j'évite à ne pas se tromper de méthode. Ce n'est pas faire porter aux Noirs la responsabilité, là tu parles de questions d'adultes, mais si dès le berceau, on apprend aux enfants qui sont des êtres humains à part entière, la responsabilité ne va pas être portée en tant que noir ou de blanc, elle va être portée en tant qu'être humain. Si je suis un être humain, je vais considérer l'autre comme un être humain. C'est ça la question. C'est pour ça que je déplace le curseur. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation qui est vraiment très bien. Je me pose une question parce que je trouve comme un peu une contradiction entre 2 choses que vous avez dit. Vous avez dit de centrer notre approche sur les Noirs pourrait causer différents symptômes, dont la culpabilité chez les Blancs. En même temps, je pense à toute cette approche ou tout ce pushback, à défaut d'un meilleur mot français, autour de l'approche Critical Race Theory, qui justement, les gens qui sont contre l'utilisation de cette approche disent que ça cause une culpabilité
chez les enfants d'apprendre sur cette histoire que vous dites qu'on doit apprendre. Alors, je me demande comment on peut concilier les deux. L'idée de dire, oui, il faut éduquer et apprendre, mais en même temps, les deux semblent causer un problème au niveau de la culpabilité. Je suis pas sûr. Je ne sais pas si vous... Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Peut-être que je peux dire pour tout le monde, oui. Peut-être que certaines personnes peuvent pas comprendre. En fait, de plus en plus, dans beaucoup de villes, au Canada aussi, hein, les gens qui sont en Alberta peuvent témoigner en ce moment, on interdit d'enseigner la théorie critique de la race. Mais en fait, la théorie critique de la race, ça permet de dire que le racisme est partout dans la société, mais aussi d'éduquer les gens sur l'histoire du racisme et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. Mais les gens qui vont interdire justement de pouvoir enseigner ces enjeux-là, ils vont dire que, ah ben tiens, en enseignant ces enjeux-là, en enseignant, en permettant aux jeunes de connaître ces histoires-là, eh bien, on culpabilise des jeunes de jeunes enfants qui n'ont pas été racistes, qui ne savent rien du racisme, on les culpabilise, c'est pas la peine de les enseigner parce que c'est les culpabiliser. Et puis, on se retrouve plus tard, 20 ans plus tard, voilà. Là, je pense que c'est... D'accord, mais je n'ai pas bien perçu la contradiction. C'est pour ça. Donc, t'as pas de réponse? Non, je n'ai pas compris la contradiction. C'est pour ça. En fait, la contradiction, c'est que pendant que toi, tu dis il faut éduquer parce qu'en éduquant, parce qu'il ne faut pas culpabiliser, mais éduquer. Mais certaines personnes disent en éduquant, au contraire, ça culpabilise. Et beaucoup de personnes sont contre d'éduquer sur cette histoire-là parce qu'ils disent que c'est une histoire ancienne, ça ne les concerne pas. Oui, donc, OK. Donc là, je comprends. Je ne vois toujours pas la contradiction, mais parce que moi, je pense qu'il faut enseigner les choses. Il faut enseigner les choses. Et mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, ne pas en savoir, ça peut être encore pire. Il faut enseigner les choses, il faut voir les choses en face. Et c'est là que je fais une différence. Donc là, maintenant, toutes ces questions me donnent l'occasion de revenir sur ce que je n'avais pas pu développer. Parce qu'il y a une différence entre culpabilité et responsabilité. Parce que les générations actuelles, pour moi, devraient agir en personne responsable. Je ne suis pas coupable de ce qui s'est passé. Par exemple, ce n'est pas parce que j'ai la peau noire que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient esclaves que je suis esclave. Ce n'est pas parce que j'ai la peau blanche que mes parents, mes grands-parents avaient été colons que je suis colon. Mais je dois faire face à ce que mes parents, mes grands-parents avaient été esclaves ou colons et agir en plein 21e siècle en responsable, en co-responsable pour tenter de faire avancer les choses. C'est d'où la 4e question que j'ai posée dans l'héritage identitaire. Où en suis-je? Où en suis-je? Quelle conscience j'ai de ma filiation, de ce qui s'est passé, de ce qui était là avant moi? Ce n'est pas parce que mes parents avaient été méchants que je suis moi-même méchant. Mais il faut que je regarde en face ce que mes parents, mes grands-parents avaient fait pour agir en responsable si je veux donner autre chose pour faire se transformer cet héritage. Donc, c'est comme ça que je répondrai. Il y avait ce risque de culpabilité. Je parlais de culpabilité héritée. Une culpabilité qui n'est pas forcément la mienne. Une culpabilité qu'aurait pu ressentir d'autres personnes avant moi, et ça n'a pas été le cas, et l'ombre de cette culpabilité me tombe dessus. Ben, il faut que je regarde ça, il faut que j'ai accès à des manuels d'histoire, à des modules de formation qui m'éclairent sur l'histoire pour pas que je m'enfonce, pour pas que je pense que c'est moi. J'ai le droit d'être en rupture avec quelque chose qui s'est passé, y compris dans ma propre famille. Voilà, donc c'est d'où la question de passer de la culpabilité à la responsabilité. On a beaucoup de questions, on a déjà dépassé de 5 minutes de temps, et hier, il y a eu beaucoup de personnes quand même qui ont dit
qu'on n'avait pas donné assez de pause et je suis très conscient de ça. On devrait avoir 15 minutes de pause. Si on arrête maintenant, on a 10 minutes de pause. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, je vois les mains et en plus, je vois même des mains de gens que je connais très, très bien. Je suis désolé, je pense que la meilleure option, c'est qu'on arrête là. Ou si l'Assemblée vote qu'on passe encore 5 minutes de questions, combien de personnes sont pour qu'on passe 5 minutes encore? Donc, combien de personnes sont pour qu'on arrête maintenant et qu'on passe en plus? Donc, il y a des gens qui pensent qu'on peut passer 5 minutes, la majorité. Je pense qu'on va prendre une question, celle-là, et une autre ici, puis on arrête. Je suis désolé, mais on prend les deux tout de suite. Allez. On te prend les deux ensemble et puis je réponds à ce que tu dis. Donc, Docteur Derivoire, encore merci. Moi, de ce que je comprends de tout l'exposé, vous nous invitez à transcender certaines notions. Et transcender certaines notions, l'une des inconforts que j'ai, vous avez placé aussi une question, c'est la question de la communauté noire. On est aujourd'hui au 21e siècle. Donc, je me demande, est-ce que vous ne nous demandez pas de faire un bond trop en avant par rapport à notre temps? Parce qu'aujourd'hui, si on se dit, grosso modo, on est dans une société capitaliste, aujourd'hui, on a des injustices par rapport à la communauté noire dans le passé qui ont été faites, qui se perpétuent sous une forme politique ou autre. Est-ce qu'il ne faut pas, à un certain moment, que ça se répare dans le temps, puis qu'on se met par la suite, collectivement, sur quel paradigme on définit cette humanité pour laquelle on veut se tendre? Parce que j'ai l'impression, la grande question, est-ce que cette humanité aussi, cette mondialisation, ne nous demande pas de sortir de ce paradigme là-dedans qu'on est là-dedans laquelle qu'on partage tout, cette vision binaire, cette vision de dominer-dominant. Et tant qu'on est dans ce paradigme-là, est-ce qu'on peut faire ce bond d'humanité dont vous nous invitez à le faire? Donc, ma question succinctement, c'est comment vous voyez la question de sortir du paradigme dominant pour penser ce vivre ensemble collectif? 30 secondes, Daniel. Et vraiment poser la question après 30 secondes. Je pensais... Non, vas-y. Non, mais... Oui, mais je pense qu'il y a la réponse dans la question. Justement, il faut changer de paradigme. On était dans deux choses. On parlait de sortir de la binarité centrée sur la couleur pour interroger la binarité dominant-dominé qui n'a pas de couleur parce qu'on les rencontre des deux, jusqu'à arriver de cette humanité commune. Je pense qu'il faut faire les choses, en fait, on peut essayer de penser les choses dans cette gradation-là. Parce que moi, ce que je mettais en avant pour tenter de déconstruire, c'est cette polarisation sous la couleur, pour dire qu'effectivement, nous sommes dans ce monde où il y a des dominants et des dominés, et on arrive à notre humanité commune, justement. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à faire, à aboutir à quoi que ce soit, mais on peut dire qu'on est en chemin. Brièvement, mais je ne croyais pas que vous allez me donner la parole là, je crois que c'était pour quelqu'un d'autre, mais brièvement, puis vivant dans le contexte canadien justement, je me demande, est-ce que, puis merci beaucoup pour votre présentation parce que vous misez sur l'éducation, puis l'éducation, c'est dans le long terme, n'est-ce pas? C'est des générations et des générations. Mais là, maintenant, il y a des problèmes qui sont pressants, des problèmes de la vie quotidienne. Donc, puis je sais que vous avez parlé aussi de l'approche juridique. Donc, l'éducation pour le long terme et l'approche juridique, c'est un peu pour le court terme aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est beau de dire on éduque les gens, mais il y a des choses qui sont pressantes, il y a des problèmes qui sont pressants. Donc, il faut aussi mettre en place des mécanismes pour régler les problèmes qui sont pressants. Parce que c'est beau de dire on éduque les gens, puis c'est pas du tout juste la responsabilité des Noirs ou des personnes racisées ou des personnes autres que les personnes blanches. Puis j'ai de la difficulté même à prononcer, depuis en tout cas que j'ai commencé à travailler dans ce sujet du racisme, de prononcer les blancs puis les noirs. Je trouve ça difficile. Puis votre présentation aujourd'hui
a fait comme un baume un peu sur ces plaies que ça fait 2 jours qu'on parle un peu de l'histoire puis la réalité. Donc, ma question, est-ce que il faut miser sur le long terme, mais aussi pour le court terme? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, ici en Ontario, on a le droit, on a le tribunal des droits de la personne, il y a des choses qui sont pressantes, puis il y a des problématiques qui sont pressantes, des gens qui souffrent. Puis on mise, oui, sur le long terme, mais il y a des gens qui souffrent, donc il faut mettre des mécanismes pour justement venir, c'est-à-dire auprès de ces personnes qui souffrent. Merci. Il faut miser sur le court terme, moyen terme et long terme. Les trois en même temps. Les trois en même temps. C'est pour ça que j'ai décliné cette dimension politique, juridique, thérapeutique, éducative. Mais c'est en même temps qu'il faut le faire. Parce que c'est pas, tout est prioritaire. Justement, il faut qu'on règle les problèmes d'aujourd'hui, mais il faut penser à demain, parce que nous récoltons aujourd'hui des choses qui n'avaient pas été suffisamment pensées auparavant. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut intervenir. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, on dit merci à Daniel. Merci à vous. On va prendre 10 minutes de pause. On commencera les panels 5 minutes plus en retard. Donc, vous connaissez déjà les salles 1006, 1007. Voilà. Allez-y, bonne pause.